Bonsoir à tous. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, disait Musset. Faux, mon cher Alfred. En matière d'étiquette, on ne peut pas employer n'importe quelle langue sur des bouteilles de vin. Explication. Le temps des grillades est revenu. Choisissez bien votre charbon de bois sous vos saucisses et ne manquez pas notre test pour préserver votre santé. Produire du charbon de bois, une passion pour les rares artisans et beaucoup de patience pour les industriels aussi. De belles rencontres au menu des Bon Entendeurs ce soir. Après avoir découvert le feu, l'homme a inventé le charbon de bois. Eh bien, lui en a pris, parce qu'en plus de nous avoir permis de fabriquer des outils autrefois, il nous permet aussi de griller de la viande et des saucisses. Ce charbon de bois, nous l'importons en quasi-totalité et essentiellement des pays de l'Est. En Suisse, la production est confidentielle. Pour vous aider à faire votre choix et protéger votre santé, parce que certaines substances dégagées ne sont pas terribles, nous avons testé différentes marques de charbon de bois et briquettes. Résultat dans quelques minutes, le temps de découvrir un jeune charbonnier passionné qui passe des heures dans la forêt d'Hôte, un massif forestier français situé entre Troyes et Auxerre. Dernier coup de lime et le balai de la tronçonneuse peut commencer. Johan Legrand est bûcheron et lagueur. Les quelques billes qu'il façonne ce matin dans la forêt d'Hôte, à 150 km au sud-est de Paris, serviront à terminer la meule à charbon qu'il s'apprête à construire. Johan met un grand soin à sélectionner son bois. Essentiellement du charme. Plus le bois est dur, plus on aura du charbon de meilleure qualité. À 23 ans à peine, Johan Legrand pratique un des plus vieux métiers du monde, charbonnier. Une activité dans laquelle il s'est lancé il y a 4 ans. C'est lors de la fête régionale du bois que tout a commencé. J'ai dit à l'organisateur que je connaissais très bien, je lui ai dit, bah voilà, je voudrais faire autre chose que monter les stands. Et là, c'est là l'occasion qu'il m'a dit, bah, il y a le charbonnier, il n'a plus la moelle, donc c'est-à-dire qu'il a mal au dos, il est épuisé. Il n'a plus la moelle d'enfer. Je vais l'aider, pourquoi pas. Il est décédé maintenant, donc je lui rends hommage. C'était le dernier charbonnier du pays d'Hôte. Et bah maintenant, c'est à mon tour de porter ça sur les épaules, d'être le dernier charbonnier du pays d'Hôte. Le choix du lieu de construction de la meule ne doit rien au hasard. Je retrouve une ancienne place à charbon utilisée il y a 50, 60 ans, voire peut-être plus. Donc on la reconnaît, une terre noire, en forêt. Donc il faut retrouver les bords. Et une fois qu'on a retrouvé les bords, on a juste à décaisser un petit peu, à retirer la terre. Et là, c'est bon, là on a notre terre à charbon en fait. Autour d'une cheminée centrale assemblée bûche à bûche, Johan dispose d'un tapis de rondins d'égale longueur. Le tapis, c'est pour emmener vraiment le feu aux extrémités, pour vraiment faire cuire jusqu'au bout de la meule en fait. Quelques stères de bois plus tard, la meule à charbon de Johan est presque prête. Elle est petite, mais c'est déjà la 30e qu'il réalise. Le métier de charbonnier, ça me rapproche encore plus de la forêt, vraiment au cœur, puisque j'y passe des journées entières et des nuits. Donc c'est vraiment un bon rapprochement. C'est le terrain idéal pour moi. Le bois bien disposé, il faut encore gaver la bête. De la paille ou de la sciure serviront à amorcer le processus de combustion. Une fois la meule coiffée de fougères ou de paille, place à la terre. C'est ce manteau qui va permettre une carbonisation lente et progressive du bois. Les préparatifs terminés, l'heure de l'allumage est arrivée. De la braise versée directement dans la cheminée va enflammer le cœur de la meule.
Et voilà, maintenant, une fois que la braise est mise, c'est parti pour 1 jour et demi de cuisson. Et dans 5 jours, on ouvrira la meule pour chercher le charbon de bois. 150 kilos vendus à 1,75 francs le kilo. Si je compte à l'heure, non, ça rapporte pas. Si je commence à acheter du bois, par exemple, exprès pour ça, ça rapporte pas du tout. Si je l'achète pas, je rentre dans mes prix, je fais vivre ma passion. Si je fais qu'une seule petite meule, non, on gagne pas. Mais si on commence à en faire peut-être 2 meules d'un coup, ou alors une très grosse, comme je faisais l'année dernière, c'était des meules de 10 stères, entre 10 et 15 stères de bois, si ça rapporte. Un peu de terre par ici pour réfréner les ardeurs des flammes, un peu par là, Johan s'attache à maîtriser la combustion à coups de pelle. Sous sa gangue de terre, la meule grogne et gronde. Pour éviter qu'elle ne s'embrase, Johan restera à son chevet toute la nuit, avec plaisir. Dès qu'on met le pied en forêt, on oublie tout. Il n'y a plus aucun bruit qu'on connaît d'habitude de la vie de tous les jours. Des fois, il y a les chevreuils qui viennent visiter, qui viennent renifler la meule de charbon de bois. Quand je coupe du bois, il y a les sangliers qui viennent des fois. Donc moi, je me sens jamais seul ici. Johan fait du charbon de bois avant tout par passion. Il n'a pas encore réussi à en faire sa seule profession. Les charbonniers vivant exclusivement de cette activité ont d'ailleurs disparu d'Europe occidentale. En Suisse, elle ne subsiste commercialement que dans un endroit bien précis, le massif du Napf. Une région perchée à une altitude moyenne de 1000 mètres entre Berne et Lucerne et totalement à l'écart des grands axes de communication. Dans ce sol composé de roches détritiques, l'érosion a creusé des vallées escarpées, tapissées d'arbres baignant leurs racines dans des rivières aurifères. Cette région est quand même connue des historiens de plus longue date par l'industrie du charbon du bois et par les filons aurifères, donc les pépites des rivières. La chance veut qu'on ait un chercheur d'or. C'est les paillettes, la recherche des paillettes, l'or aurifère, qui est moins fatigant que l'or des mines dans les montagnes, qui connaît un grand regain d'intérêt depuis une vingtaine d'années. Il y a plusieurs organisations qui organisent la chasse au trésor. Ça marche très fort ici en Suisse allemande. Et puis alors le charbon de bois. Vous le voyez ici, on est dans un trou, c'est caractéristique de ce paysage. Et tout est très pentu, les forêts également. C'est pour cela que l'application de la loi contre la déforestation a été moins rigoureuse qu'ailleurs. Ici, on a pu continuer à récolter du bois pour faire du charbon. Mais encore, c'est un bois de seconde qualité. C'est les chablis, les souches, les déchets, pas les futaies. Mais c'est resté ici, puis aujourd'hui le Napf, région tranquille, connaît un regain d'intérêt par un charbon de bois qui s'exporte, et si j'ose dire, par des chercheurs d'or amateurs qui s'importent. C'est dans les heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale que le charbon de bois du Napf est relancé. Pour permettre aux paysans de la région de survivre, l'instituteur communal de Romos fonde une corporation des charbonniers de Lentlebourg. Elle a fait perdurer la tradition jusqu'à nos jours. Les 9 paysans charbonniers de la commune en font partie. Parmi eux, Willy Rengli, 55 ans. Il brûle 2 meules de 60 stères par an et produit 11 tonnes de charbon de bois. Il s'y est mis il y a un peu plus de 20 ans. Les revenus de son domaine de 10 hectares ne suffisaient plus aux besoins de sa famille de 4 enfants. C'est un moment enthousiasmant quand on découvre le charbon. Toute la production des charbonniers de Romos est achetée par un discounter suisse alémanique. Willy perçoit près de 1,70 francs par kilo de charbon de bois, un bon prix. C'est pour nous un gain accessoire, mais qui représente tout de même près d'un quart de notre revenu. Utilisé dès la préhistoire, le charbon de bois a permis l'avènement de l'artisanat, de la métallurgie et même de la verrerie. Aujourd'hui, supplanté en Europe par le charbon minéral, c'est essentiellement l'engouement pour les grillades qui le sauve. Même si les grands noms de la métallurgie helvétique continuent d'en utiliser pour certains alliages, depuis 1986, ils ne se servent plus dans le massif du Napf. C'est lié à des raisons financières. Les industries de la métallurgie sont livrées par les pays de l'Est. Pourquoi ?
Ils sont moins chers, c'est rien que pour ça. Mais j'aimerais quand même dire encore une chose. Nous produisons maintenant du charbon de bois pour le grill. Et je dois vraiment le dire, les Suisses sont vraiment très solidaires. Nous pourrions produire beaucoup plus de charbon de bois. Les Suisses nous l'achèteraient. Chaque année, les paysans charbonniers de la région du Napf produisent plus de 100 tonnes de charbon de bois. Grâce à cette activité, exercée à quelques pas de leur ferme, ils peuvent rester dans leur montagne auprès de leur famille et de leur bétail et vivre de leur travail. Reportage signé Jacqueline Dubuis et Claudio Persononi. Les 100 tonnes de charbon de bois produites par ces paysans ne vont pas suffire à satisfaire la demande en Suisse. Nous consommons presque 12 000 tonnes de charbon de bois chaque année. Une grande partie est consacrée aux grillades. Donc la Suisse importe à tour de bras des pays de l'Est, majoritairement Pologne en tête, mais aussi de France. Le plus important producteur français de charbon de bois industriel exploite 3 sites. Notre équipe est allée sur celui de Le Glay, entre Dijon et Troyes, dans l'est de la France, en Bourgogne. Là, c'est du charbon épuré de haute qualité qui sort des fourneaux. Un four vertical au cœur de la forêt du pays châtillonnais. Nous sommes à Froidevent, près de Le Glay, en Côte d'Or. Dans cette région boisée où villages et villageois se font rares comme l'emploi, on trouve le plus grand producteur de charbon de bois à grillade de l'Hexagone. Cela fait 162 ans que l'entreprise existe. Je représente la 4e génération avec mon frère. Mes aïeux d'ailleurs étaient maîtres de forge avec un haut fourneau à 100 mètres de ce site industriel où ils fabriquaient des gueuses de fonte, de l'acier avec du minerai de fer extrait dans les forêts avoisinantes et du charbon de bois qui était fabriqué dans des méthodes traditionnelles avec des meules autrefois. La tradition a laissé la place au régime des 3-8 et à la production en continu 24 heures sur 24. Avec ses 26 employés, l'usine traite 30 000 tonnes de bois par an. Sur le site, en permanence, une réserve pour 5 à 6 mois de travail constamment complétée. Une sécurité, mais surtout un délai indispensable pour laisser sécher le bois. Nous utilisons que des bois de feuillus durs tels le chêne, le hêtre, le charme, des bois de densité forte, issus, récupérés, valorisés des chutes des scieries françaises quand on met à longueur des planches et autres. Chaque jour, la scie circulaire de l'entreprise réduit en bûchettes près de 70 tonnes de bois. Des bûchettes ensuite transportées par wagonnets dans 3 tunnels de séchage. Quelques heures à 250 degrés plus tard, le bois qui en ressort ne contient plus que 20% d'humidité. Étonnamment, le bois utilisé par l'entreprise ne bénéficie pas de l'écolabel FSC, garant théoriquement d'une gestion durable des forêts. La forêt française, dans sa plus grande majorité, n'est pas certifiée FSC. Je peux dire aujourd'hui qu'il n'y a que 18 000 hectares en France aujourd'hui, donc un pouillème de surface certifié FSC. Donc tous les bois traités par exemple sur ce site ou sur nos sites français sont issus d'une forêt française qui produit plus qu'elle n'est exploitée, donc c'est rassurant, on ne ponctionne pas sur la production de la forêt française. La surface forestière française également augmente. Donc aujourd'hui, quoi de plus certifiant pour le consommateur que d'affirmer des choses réelles et contrôlées. Transbordée dans un gueulard, la benne d'approvisionnement du four, la tonne de bois séché est hissée tout au sommet de la tour. Un clapet qui s'ouvre et le bois finit dans la gueule béante du monstre. En descendant progressivement dans ce four chauffé à 550 degrés, le bois se carbonise petit à petit, s'enflamme par pyrolyse. Les fumées de la cuisson servent à chauffer les séchoirs. Elles sont ensuite incinérées dans une chaudière à vapeur qui fournit chaleur et électricité au site de production. Tout est récupéré, même les goudrons de bois issus de la carbonisation serviront à fumer la charcuterie industrielle. Seule la vapeur d'eau est rejetée dans l'atmosphère.
À la base du four, le charbon épuré et refroidi par une circulation de gaz froid sort à une température de 20 degrés. Il est transporté pour être trié, criblé et dépoussiéré. Pour chaque tonne de charbon produite, il faut 7 tonnes de bois. Il y en a un ou deux qui arrivent. Le charbon est très bien cuit, ce que me disait Luc, il n'y a aucun souci. Et puis il sonne, on entend ce petit bruit de cristal à part dans Luc. Et puis quand on le prend, il est froid. Il est froid. Et même avec des mains correctes, vous voyez, on a beau le broyer. On n'a pas les mains noires, c'est que le carbone est vraiment plus de 80% de carbone fixe. Il est très épuré, il est très sec, très bien cuit là. Et il est sec là, on le voit bien. Chaque année, l'usine de Leglay produit 5000 tonnes de charbon de bois, principalement destiné à la grillade. Suivant la qualité, il est vendu 70 centimes ou 1,20 franc le kilo aux grands distributeurs et à la restauration. Mais la production de l'ensemble du groupe Bordet, 19 000 tonnes de charbon de bois par an en incluant les autres sites, ne sert pas seulement à faire transpirer la merguez. L'industrie a retrouvé avec le charbon végétal des qualités meilleures et supérieures au carbone minéral, d'une part. Des utilisations aussi dans le domaine agroalimentaire, dans les nanotechnologies aujourd'hui pour traiter le silicium, pour les circuits imprimés, il faut du carbone. Dans la filtration, dans les aliments pour le bétail, etc. Beaucoup d'utilisations pour ce très vieux produit. Avec 16 millions d'hectares de forêt en progression de 20% sur les 30 dernières années, la France est un important producteur européen de charbon de bois. Elle exporte même en Suisse. Mais depuis peu, la concurrence se fait féroce. On est un peu mis à mal par des charbons qui sont fabriqués par d'autres méthodes, issus de bois pas forcément contrôlés, qui pourraient être l'origine de déforestation ou autre. Ce qui n'empêche pas la plupart des producteurs français d'importer et de revendre eux aussi ce charbon étranger tant décrié en provenance de l'Est, quand leur production propre ne suffit pas à satisfaire et les prix et la demande des grands distributeurs européens. Ces charbons de bois des pays de l'Est, vous les retrouverez évidemment dans ce test réalisé avec nos collègues de Kassel-Sturz. Nous avons confié 7 marques de charbon de bois et 7 marques de briquettes à 2 laboratoires. L'un est à Lausanne. Il a mesuré la teneur en HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et l'autre laboratoire est en Allemagne. Il a fait des tests pratiques, c'est sa spécialité. Les experts du laboratoire allemand de PZT à Wilhelmshaven ont mesuré la quantité de poussière de charbon présente dans les différents produits. Les analyses ont montré que le charbon de bois en général en contient plus que les briquettes. Cette poussière est inutile. Elle ne fournit aucune chaleur lors de la combustion, alors que le consommateur la paye. Le laboratoire a aussi identifié le bois utilisé pour fabriquer les charbons. L'analyse fine de la structure des échantillons et leur pouvoir calorifique a d'ailleurs permis de déceler un tricheur. Nos experts ont ensuite calculé le temps nécessaire à l'allumage. Avec 25 à 30 minutes, le charbon de bois devance clairement les briquettes. Nos tests ont montré qu'il faut attendre 40 voire 45 minutes pour que les briquettes soient prêtes pour la grillade. Enfin, critère important, combien de temps la braise reste suffisamment chaude pour griller? Pour le déterminer, la température a été relevée à intervalles réguliers. Avec le charbon de bois, en règle générale, la température descend lentement mais régulièrement. Après environ 30 minutes, il est difficile de griller encore quelque chose. Au test de durée de la braise, les briquettes sortent largement en tête. Avec les briquettes de charbon de bois, on peut griller pendant 60 minutes. Nous en avons même eu qui ont tenu 90 minutes. À ce propos, on ne le rappellera jamais assez, lors d'une grillade, il faut éviter de mettre la viande directement au-dessus de la braise sans protection. La graisse qui tombe dans le brasier brûle en dégageant des flammes et des fumées qui peuvent contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, et notamment le benzopyrène réputé cancérogène. Pour éviter cela, rien ne vaut l'utilisation d'une barquette en aluminium sur laquelle on dépose la viande à cuire ou alors un grill vertical, afin d'assurer la cuisson uniquement par le rayonnement de la braise.
Les HAP naissent d'une combustion incomplète de la matière organique à haute température. Ils peuvent aussi être générés par le charbon de bois lui-même si celui-ci est de mauvaise qualité ou confectionné à partir de bois traité. C'est le laboratoire lausannois spécialisé SciTech Research qui a effectué pour nous l'analyse de la teneur en HAP de nos charbons de bois et briquettes. Chaque échantillon des 14 produits testés a été réduit en poudre, puis distillé plusieurs fois. Après filtration, l'extrait obtenu a été analysé à l'aide d'un chromatographe. Nous, on analyse 16 composés des HAP et le benzoapyrène est l'un des plus toxiques dans ces 16-là. La quantité de HAP découvert dans les échantillons a été le critère principal sur lequel nos appréciations se sont basées. Parmi les 14 produits testés, on va commencer par le meilleur sur le plan de la toxicité. Vous l'avez entendu, le classement de ce test est basé uniquement sur le résultat des HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les autres critères comme la taille des morceaux de charbon, l'essence du bois utilisé ou encore la qualité, la durée de la combustion sont quand même de moindre importance par rapport aux problèmes de santé. Bonsoir Luc. Bonsoir Manuel. Eh bien oui, 3 produits se sont avérés très bons du point de vue des HAP, dont je vous rappelle qu'ils sont nocifs pour la santé. Alors d'abord, les briquettes Premium Long Lasting de la marque Weber, achetées chez Globus à 2,65 francs le kilo. Ces briquettes ne présentent aucune trace de HAP mesurable, même à une température de 600 degrés. D'après le laboratoire, c'est dû au fait que ce produit ne provient pas de la cuisson du bois, mais de l'utilisation de lignite. C'est un charbon fossile qui est une roche composée de restes fossiles de plantes. Très bonne performance également de ce charbon de bois acheté chez Lidl, moins cher que le précédent puisqu'il coûte 1,10 franc le kilo. Ce produit contient très peu de HAP. Le test de combustion révèle un très bon résultat au bout de 30 minutes. Et pour ne rien gâcher, le bois utilisé est labellisé FSC. Alors, troisième de ce trio de tête, le charbon de bois de chez Casino à 1,50 franc le kilo. Il contient également très peu de HAP, c'est donc un très bon résultat. Avec un gros bémol, selon le laboratoire, ce charbon provient de bois de feuillus tropical, ce qui contribue à la déforestation, alors que le bois est une ressource sous-exploitée en Europe. Comme c'est toujours l'argument santé qui nous guide dans ce classement, on passe maintenant à 5 produits, 2 charbons et 3 briquettes qui ont un peu de HAP, mais pas trop. Le résultat est jugé bon. Le charbon de bois acheté chez Jumbo à 1,75 franc le kilo, issu d'un bois certifié FSC. Mais un bémol, là aussi, l'emballage annonce bois de hêtre provenant de Bosnie. Or, les analyses ont montré que ce charbon provient en réalité à 60% de résineux et à 40% d'autres essences de feuillus, du charme, de l'érable, mais aucune trace de hêtre. Donc, faux étiquetage, mais ce n'est pas tout. La température des braises descend très rapidement du fait de la nature du bois. L'explication de Jumbo tient en 3 lignes. Nous avons été trompés par notre fournisseur. Nous n'avons pas procédé à notre propre examen du bois. À l'avenir, nous ferons contrôler le contenu par un organisme de contrôle indépendant. Bonne décision. Jugez bon aussi le charbon COP Ecoplan, produit à partir de bois FSC d'origine polonaise, qui assure une très bonne combustion. Et les briquettes de chez Aldi, fabriquées en France, bonnes aussi, a souligné que comme toutes les briquettes testées, elles assurent aussi une bonne durée de combustion et une température élevée. 2 autres marques de briquettes sont également jugées bonnes. Les FSC Migros Giardino importés de Pologne et les briquettes COP Ecoplan importées d'Ukraine. Pas de grosse différence de prix entre ces 2 produits. On descend un peu dans le palmarès avec des produits qui sont considérés comme acceptables seulement au niveau de la présence des HAP. D'abord, le charbon de bois d'origine bosniaque vendu par Landi à 95 centimes le kilo. Le labo a trouvé des traces de pyrène et de naphtalène. Des traces de divers HAP dans le charbon Migros Giardino à 1,60 franc le kilo en provenance de Pologne, avec, imaginez, une paire de lunettes brûlées à l'intérieur du sac. Joli cadeau. Ça brûle bien les lunettes ? Je pense. Ça m'étonnerait. Alors, résultat maintenant acceptable pour le charbon de bois Churrasco, vendu par Denner à 1 franc le kilo. Quant aux briquettes Churrasco, cette fois de Denner aussi, à 1,35 franc le kilo, elles contiennent la plus forte teneur en naphtalène de tous les produits analysés. On terminera par 2 produits les moins recommandables, jugés mauvais au niveau des analyses de HAP. Les briquettes Landi, vendues 80 centimes le kilo. Le laboratoire a dosé des traces de benzoapyrène toxique, mais aussi de
9 autres substances chimiques, ce qui est beaucoup. Des substances qui se dégagent de la combustion des briquettes et qui vont se déposer sur les aliments en cuisson. Et pire, les briquettes de Jumbo à 1,75 francs le kilo, importées de Pologne. Ce dernier produit révèle une présence réellement marquée de benzoapyrène qu'il faut vraiment éviter parce que c'est le plus toxique selon l'OMS. Et en plus des traces de 13 autres types de HAP, c'est nettement trop. Merci Luc. Je vous en prie. Si vous vous retrouvez perplexe devant des sacs de charbon de bois en magasin et que vous avez un smartphone, n'oubliez pas, vous pouvez télécharger tous les résultats de nos tests grâce à l'application ABE et avoir ce palmarès sous les yeux. Alors ce fameux ou fichu benzoapyrène, quel est véritablement son degré de nocivité pour notre santé? C'est la question que j'ai posée à Vincent Perret, expert en toxicologie, que j'ai emmené dans la verdure. Alors le benzoapyrène est depuis 2012, vraiment depuis cette année, classé comme étant un cancérogène avéré pour l'homme par l'Agence internationale de recherche contre le cancer. Pendant longtemps, il était juste suspecté d'être cancérigène parce qu'on avait les preuves chez l'animal. Il nous manquait les preuves sur l'homme, mais à partir de cette année, c'est avéré. Dans des briquettes achetées chez Landy et chez Jumbo, le laboratoire a trouvé en plus des traces de 9 HAP dans l'un, de 13 dans l'autre. C'est beaucoup, beaucoup trop. À quoi est-ce que c'est dû, en fait, ce problème-là? Disons que ça révèle un problème certain de maîtrise du processus de production ou de la qualité des bois qui sont utilisés. Vu qu'il est possible de produire du charbon de bois, comme il a été démontré dans ce test, sans trace de HAP lourd. Des charbons de bois plutôt à éviter, on dirait. Ceci, oui, clairement. Alors maintenant, on va essayer de l'allumer, ce charbon de bois. Un truc très simple et très pratique, ce sont les allume-feu, mais il en existe différentes sortes, très différentes, vous allez voir. Et ça vaut la peine de se pencher sur leur composition parce qu'elle n'est pas toujours anodine. Alors Vincent Perret, on va commencer par cette bouteille allume-feu. C'est un liquide, il est à base de quoi? Alors il s'agit d'un produit à base de pétrole, un distillat de pétrole. Donc avec ça, on a un allume-feu qui est liquide. À mon sens, ça doit être l'allume-feu le plus dangereux. Pourquoi? Parce que on peut avoir la tentation de le réutiliser sur des braises qui sont déjà chaudes pour réaviver tout d'un coup le barbecue. Et on peut avoir des gros problèmes d'inflammabilité et puis de brûlure. Donc il n'y a pas le signe inflammable étonnamment, mais il y a un autre signe qui veut dire quoi là? Alors le symbole que l'on a ici, ça veut dire qu'on peut avoir des gros problèmes de santé si on ingère le produit, si on l'avale. Parce qu'avec ces produits-là, si ces produits repassent dans les poumons, après, on peut avoir des gros problèmes. C'est juste étonnant, effectivement, qu'il n'y ait pas le symbole de danger concernant au côté inflammable du produit. Ouais. Alors, toujours dans une même famille, pourrait-on dire, vous avez ces petits carrés blancs-là. Qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit là aussi de produits à base de pétrole, mais qui sont solidifiés. Donc, on se retrouve avec des paraffines qui sont issues justement de pétrole. L'avantage, c'est qu'ils sont solides, il n'y a pas le problème qu'on peut avoir avec le liquide, donc quelque part, c'est quelque chose de plus sûr. Oui, moins de risque de l'ingérer aussi. Hein. Oui. Des précautions à prendre sur celui-là? Les précautions sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le rajouter dans des braises qui sont déjà chaudes, parce qu'il peut y avoir une inflammation qui est très rapide. Puis évidemment, ce sont des produits qu'il vaut aussi mieux éviter de manger, mais bon, c'est pas très bon. Blanc encore, vous avez celui-ci est à base de paraffine. Hein. Donc il s'agit formellement de la même composition. Ce qu'on avait avant, un distillat de pétrole va nous donner différentes huiles lourdes, et dans ces huiles lourdes, il y a des paraffines. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est composé aussi de distillat de pétrole. C'est la même famille. C'est la même famille, tout à fait. D'accord, et même précaution à prendre, j'imagine. Exactement, oui. D'accord. On quitte cette famille d'allume-feu à base de pétrole ou de dérivés de pétrole pour passer à quelque chose qui était une composition assez étonnante, c'est ces carrés-là. Alors effectivement, là ici, on a des résidus de bois qui ont été mélangés avec une huile. Ici, c'est une huile alimentaire, c'est de l'huile de colza. Donc il s'agit d'un produit qui est durable. Après, on peut peut-être aussi se poser la question, l'huile de colza finalement on la mange, donc est-ce que c'est une bonne chose de la brûler et ainsi de suite. Mais en tout cas, d'un point de vue de la provenance, on est sur un matériau qui est durable. Et au niveau des risques, on est aussi sur un matériau qui est quelque part moins inflammable que les paraffines que l'on a vu tout à l'heure. Alors quelque chose qui lui ressemble un peu, beaucoup même, c'est celui-ci. Oui, là on dirait qu'on se retrouve sur le même produit, mais avec l'allumette incorporée. Alors là, c'est fibre de bois et cire. C'est ça, donc on se retrouve avec du bois. Et puis, pour remplacer finalement cette huile-là, on a mis de la cire. La cire, c'est de la paraffine. Donc on se retrouve dans la même catégorie de produits qu'avant, mais mélangés avec du bois.
Les deux autres là sont... D'ailleurs, celui-là est amusant parce que c'est quand même du matériau recyclable. Le pourtour, c'est en fait du rouleau de papier de toilette recyclé et le reste est visiblement des petits morceaux de bois avec de la cire. Hein. Une bonne chose? Oui, a priori, on est vraiment sur les mêmes compositions qu'avant, du bois, on a de la cellulose. Donc maintenant, il faut encore s'assurer de la provenance, vu que c'est de la cellulose recyclée, qu'on n'ait pas d'encre dedans et ainsi de suite. Et puis de la cire de bougie, donc de la paraffine. Là, l'intérêt, c'est que ce sont des matériaux qui sont recyclés. Donc d'un point de vue gestion des déchets, c'est quelque chose de très intéressant. Mais fondamentalement, on se retrouve dans le même type de produit que tout à l'heure. Par le fait qu'il y a de la cire. Exactement. Voilà. Et le dernier que nous avons choisi aujourd'hui? Il s'agit de copeaux de bois mélangés avec de la cire de bougie. Donc c'est le même principe. Donc un combustible comme une huile lourde qui est la paraffine. Donc cire, paraffine, pareil. Et puis le bois qui est ici utilisé comme stabilisant, puis aussi comme combustible, aussi pour ralentir cette combustion, pour avoir un allume-feu qui dure plus longtemps. Un conseil général peut-être par rapport à tous ces allume-feux, quelle que soit leur composition? Une règle d'or toute simple, ils sont là justement pour allumer le feu et pas pour cuire les aliments. Donc il faut les mettre au début. Et surtout pas les mettre dans des braises qui sont déjà chaudes. Et s'il y a création de flammes, il faut absolument éviter d'avoir des aliments qui sont dedans. Merci beaucoup pour ces explications, Vincent Perret. Et puis alors, bonne grillade si vous en faites pendant l'été. À bientôt sûrement, merci. Merci, c'est un plaisir. Il y a évidemment des alternatives aux allumes-feu. La bonne vieille méthode, par exemple, du feu de bois, la façon scout sur laquelle on ajoute du charbon de bois. Il y en a aussi une autre, un peu plus rigolote, qui paraît simple, mais qui demande un léger doigté. D'abord, le matériel nécessaire. Un grill, une bouteille de vin, pleine si possible, du papier et bien entendu du charbon de bois. On commence par plier les feuilles de journal en diagonale. Puis on les roule pour former de petites torches. Répétez 6 à 7 fois l'opération afin d'en avoir en suffisance. Croisez la torche de papier et disposez-la autour de la bouteille. Procédez de même pour les autres torches, tout en veillant à les décaler à chaque fois. Le hérisson vertical de papier ainsi réalisé, versez le charbon en le répartissant autour de la bouteille. Dernière étape, on retire délicatement la bouteille en maintenant la tour de papier en place. Ne reste plus qu'à mettre le feu par le haut de la petite meule miniature ainsi confectionnée. On patiente de 20 à 25 minutes et c'est là que la bouteille pleine peut s'avérer utile et la braise est prête. Et on l'a dit, le charbon de bois peut monter à des températures très élevées. Les brûlures peuvent être très graves, donc pas d'insouciance. Il y a de nombreux gestes à ne pas faire, de nombreux risques à ne pas prendre. Alors pour vous rafraîchir la mémoire, notre équipe vous a préparé une petite séquence que vous retrouverez en bonus sur notre site internet à l'adresse que vous connaissez bien. Fini les grillades, on a rangé le charbon de bois. Retour maintenant dans notre studio. Trop de produits ne respectent pas la législation. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chimistes cantonaux, ces anges gardiens de notre quotidien de consommateur. S'il y a des réglementations sur les étiquetages, par exemple, ce n'est pas pour des prunes. Or, bien avant qu'une certaine polémique n'éclate tout récemment, nous avions découvert quelques bizarreries. Elsa Anguinolfi vous explique tout. Au rayon des vins, il faut parfois jongler entre les langues et disposer de solides connaissances en géographie pour décrypter les étiquettes de certaines bouteilles. Pourtant, la loi suisse en la matière est plutôt claire. Certaines informations doivent figurer sur l'étiquetage dans une des langues officielles, l'allemand, le français ou l'italien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Tous les clients doivent pouvoir comprendre à quelle classe appartient le vin, appellation d'origine contrôlée, vin de table ou vin de pays, quelle est sa teneur en alcool, est-ce qu'il contient des sulfites, l'adresse du producteur, de l'importateur ou du revendeur, ainsi que le pays de production. Nous avons examiné l'étiquetage d'une 60aine de bouteilles importées et vendues dans les magasins Coop, Denner, Manor, Alligro ou Globus de la région genevoise. Langue, pays d'origine, nous avons soumis 6 cas à l'autorité compétente en matière d'étiquetage, le service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève.
Voilà, vous m'apportez les échantillons. Je vous apporte les échantillons de vin. Voilà. Sur 4 des 6 bouteilles prélevées chez Manor, Aligro, Denner et Coop, c'est la langue de l'étiquetage qui a attiré l'attention de notre expert. Alors, prenons cette première bouteille. C'est un vin qui est étiqueté en espagnol, avec quelques indications en anglais. Alors, par exemple, on lit Product of Spain, donc on a l'indication du pays de production. Formellement, on devrait l'avoir dans une langue officielle. C'est surtout que les consommateurs achètent en toute connaissance de cause. Donc, ils doivent savoir de quoi il s'agit, quelle est la composition, quelle est la liste des ingrédients, des mises en garde éventuelles. Tout ceci, si c'est exprimé en espagnol ou en portugais ou en anglais, pour une personne qui ne maîtrise pas ces langues-là, cette personne ne va pas pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Un petit correctif serait donc exigé pour ces 4 premières bouteilles. Pour notre 5e exemple, pas vraiment de problème de langage, mais un problème de lieu. L'indication d'une production est remplie avec un nom. On a le mot Coca, mais on ne sait pas où est situé cet endroit. Čoka, c'est ainsi que cela se prononce, est une petite ville du nord de la Serbie. Et tout le monde ne le sait évidemment pas. L'indication du pays de production est caractéristique pour toutes les denrées alimentaires préemballées vendues en Suisse. Donc c'est obligatoire de le mentionner, qu'il s'agisse de vin, qu'il s'agisse de riz, de bananes, quel que soit le produit, il faut toujours indiquer le pays de production. Et c'est une spécificité suisse. Cette obligation est très appréciée des consommateurs. Donc notre bouteille est recalée. Alors bien entendu, recalée, un mauvais point. Notre dernier exemple est nettement plus délicat, une bouteille qui, tout comme la précédente, est vendue par la Coop. Les caractères qui figurent sur cette étiquette ne sont pas compréhensibles. Vraisemblablement, ça doit être de l'hébreu. Il y a quand même une petite indication en anglais qui donne une indication de production et embouteillé par le nom d'une compagnie, certainement. Et les mots qui suivent, s'agit-il d'une région, d'une coopérative? Impossible de le savoir. Ici aussi, nous avons mené notre enquête. Mishor Adoumim, la localité indiquée sur notre bouteille, se situe à quelques kilomètres de Jérusalem. Cette zone est reconnue par le DFAE comme une colonie en territoire palestinien occupé, mais elle se trouve à l'intérieur du tracé du mur de séparation israélien. En 2009, le Conseil fédéral a rappelé sa position en la matière en réponse à une interpellation du conseiller national Daniel Vischer. Pour les produits issus des territoires occupés palestiniens, l'indication d'Israël comme pays de production n'est pas autorisée. Dans de tels cas, la déclaration de provenance doit donner une indication telle que Cisjordanie, bande de Gaza ou Jérusalem-Est. Mais dans le cas de notre bouteille, la situation se complique. Selon les informations transmises par l'importateur, les raisins proviennent du centre d'Israël et de Tabor. La transformation des raisins est faite à Jérusalem, Mishor Adoumim. Alors dans le cas présent, il faudrait indiquer par exemple raisins cultivés en Israël et vin élaboré en Cisjordanie. Elle ne peut pas être vendue comme ça. L'étiquette de toute façon est totalement insuffisante dans la mesure où aucune information obligatoire n'est lisible là-dessus. Sur ce sujet épineux de l'indication d'origine, la Migros vient justement de prendre une décision qui a fait couler beaucoup d'encre. Dès 2013, les produits issus des colonies israéliennes et vendus par la Migros porteront l'indication Cisjordanie ou Jérusalem-Est, zone de peuplement israélienne. Une indication qui va au-delà de ce que demande la Confédération. C'est cette enseigne-là qui a décidé de donner cette indication supplémentaire. Mais c'est une information que vous tolérez, qu'on peut mettre. Dans la mesure où ce n'est pas trompeur, ces indications sont tolérées. En Suisse, c'est à l'importateur de s'assurer que l'étiquetage est conforme aux prescriptions légales. Dans le cas contraire, une étiquette supplémentaire peut être exigée pour que le consommateur puisse acheter en toute connaissance de cause. Cette décision de la Migros a soulevé des réactions très vives, condamnation d'un côté, menace de boycott de l'autre. Nous n'entrons pas dans ce débat politique. Nous constatons que les étiquettes en serbe et en hébreu sur ces bouteilles de vin ne sont tout simplement pas conformes à la législation suisse. Nous l'avons signalé aux importateurs, voici leur réaction. Le vin serbe a désormais une nouvelle étiquette. Son importateur vient tout juste de nous l'envoyer.
Quant au vin issu d'un raisin cultivé en Israël et transformé en Cisjordanie, son importateur affirme qu'il s'agit d'un lot unique, arrivé en février 2011, que d'autres lots ne sont pas prévus. Sinon, l'étiquette sera adaptée aux exigences suisses. Tout est bien qui finit bien. La semaine prochaine, nous entamerons avec vous, j'espère, notre série d'été. À bon entendeur et sa machine à remonter le temps vous feront revivre l'histoire de la consommation. Quelles étaient nos préoccupations de consommateurs il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans? Nous plongerons dans le charme de nos archives et mardi prochain, plein feu sur les pièges qui sont tendus aux vacanciers. Et ça ne manque pas. Même les pigeons prennent des vacances. Joli titre pour le plat de résistance de ce premier abonnement entendeur estival. Et cerise sur le gâteau, chaque semaine, vous découvrirez des portraits d'inventeurs suisses ou d'inventions. Savez-vous qui a inventé le velcro, qui permet de fermer tellement de choses qu'on ne pourrait plus s'en passer? Eh bien, vous le verrez mardi prochain, même heure, dans un autre décor. À tout bientôt. D'ici là, passez une bonne fin de soirée. Thank you.